Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous nous entendez bien et que vous nous voyez bien. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette conférence sur les 3 clés pour s'expatrier, immigrer et travailler au Canada. Donc, cette conférence, elle est dans le cadre de la Maison de l'expatriation, qui est en fait un lieu d'accueil qu'on ouvre pendant 1 mois à Paris, mais également en ligne toute l'année. Vous avez la possibilité de prendre des rendez-vous de 30 minutes gratuitement pour parler de vos projets, etc. Donc, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien dans le chat un petit peu plus tard. Et aujourd'hui, je suis ravie de faire cette conférence avec Sandrine de Soleil Migration qui pourra vous parler de comment partir pour aller au Canada. Bonne conférence à tous et à toutes. Merci Chloé. Alors bonjour à tous, je suis très très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je vais partager mon écran rapidement. Aujourd'hui, alors Chloé, je te laisse agencer l'écran. Bonjour Léa, très très heureuse en fait d'être avec vous. Donc aujourd'hui, la thématique de cette présentation, ça va être vraiment les 3 clés pour s'expatrier, immigrer et travailler au Canada en 2026-2027. Donc, quand vous avez rempli le formulaire d'inscription, vous avez posé des petites questions pour savoir où vous en étiez dans votre processus j'ai envie de dire, de réflexion, votre projet par rapport au Canada. Donc, l'objectif était pour moi vraiment d'ajuster la présentation en conséquence. Alors, aujourd'hui, donc, je vais vous présenter, me présenter rapidement le cabinet conseil Soleil Immigration Canada. Ensuite, on verra vraiment le cœur du pourquoi vous êtes là, les 3 clés pour réussir votre immigration et votre recherche d'emploi au Canada en 2026-2027. Ensuite, on verra quels sont les éléments à mettre en place pour aller plus loin. Et puis, la conférence, elle va durer à peu près 1 heure, donc 30 à 45 minutes de présentation. Et puis, je prendrai vos questions par après. N'hésitez pas à nous les écrire dans le chat. Chloé les mettra en évidence là pour que je puisse y répondre à la fin de ma présentation. Donc, alors, mettez-moi des pouces. Je vois quelques pouces passer. Mettez-moi des pouces si vous m'entendez bien, si vous êtes en forme. Je sais que je ne sais pas d'où vous nous écrivez. Je vais vous poser la question tout à l'heure, mais en tout cas, en France, c'est la canicule. Donc, c'est bon, je vois des pouces, je vois des cœurs, c'est bon. C'est parfait. Donc, on commence. Alors, qui sommes-nous à Soleil Immigration Canada? Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, peut-être, je suis Sandrine Edmond, je suis française d'origine. Ça va faire bientôt 10 ans que je me suis expatriée, que je me suis immigrée, si je dois employer le bon terme, au Canada. J'ai, pendant près de 5 ans, travaillé avec le ministère de l'Immigration du Canada et du Québec, ce qui m'a permis de développer une expertise. Mais avant, comme vous, là, quand je suis arrivée au Canada, j'étais un petit peu perdue. Je pensais m'être très bien préparée et puis finalement, pas du tout. J'ai eu des surprises un peu désagréables en arrivant au Canada. Et j'ai quand même pu rebondir puisque après, j'ai été approchée par le ministère de l'Immigration pour travailler avec les immigrants, les francophones et puis tout type de personnes. J'ai aussi travaillé dans ce cadre-là avec des entreprises qui, allaient recruter des travailleurs internationaux dans plusieurs pays, dont la France. Et puis, j'ai travaillé beaucoup dans la défense des droits des personnes immigrantes. Donc, j'ai vraiment eu cette approche 360 sur toutes les notions d'immigration. C'est vraiment une thématique qui me passionne énormément. Et c'est dans cette optique que j'ai fondé le cabinet conseil Soleil Immigration Canada. Donc, vous l'entendez peut-être à mon accent, mais nous sommes basés au Québec. Et puis, on a vraiment une équipe qui est dans toutes les provinces du Canada, puisqu'aujourd'hui, on accompagne principalement les Français et les Belges dans leur expatriation, leur installation au Canada, sur 3 dimensions clés: l'immigration, l'emploi et l'installation. L'immigration avec des consultants réglementés en immigration canadienne qui ont reçu l'habileté du gouvernement. On a également des expertes carrières dans plusieurs provinces au Canada, donc Québec, Ontario, qui sont toujours les provinces majoritaires. Quand on demande aux Français où est-ce qu'ils veulent s'installer, on pense toujours au Québec dans un premier temps, Québec ou Toronto, Ontario. Et puis de plus en plus, on a des candidats qui s'installent au Nouveau-Brunswick, dans les Maritimes. Donc on a également une experte carrière là-bas.
Et également dans l'Ouest canadien, on a une experte carrière qui est basée à Calgary, en Alberta. Donc voilà pour le volet emploi et le volet installation, pour tout ce qui concerne la relocalisation, la recherche de logement, l'inscription à l'école des enfants, enfin bref. Donc on a vraiment ces trois dimensions qui sont très présentes au sein de notre cabinet conseil. Notre mission, c'est vraiment d'aider les professionnels qualifiés à transformer leur rêve d'expatriation en réalité, que ce soit donc également les parents qui veulent amener leur enfant à étudier au Canada ou les familles qui souhaitent aussi amener, j'ai envie de dire, toute la famille au Canada. Rapidement, peut-être pour vous donner une idée de ce qu'on fait, et puis pour vous donner une idée aussi des exemples sur lesquels je vais me baser pour vous donner des actions très concrètes pour votre projet à vous vers le Canada. Donc aujourd'hui, c'est plus de 1200 projets Canada réussis avec autant des personnes qui obtiennent la résidence permanente en étant encore à l'extérieur du Canada, en 9 mois en général, des embauches avec immigration, donc qui se font entre 3 à 4 mois, des emplois qui sont trouvés même en 1 mois. C'est un peu plus rare, c'est la moyenne, on est plus autour du 3 mois. Quand on n'a pas encore de documents d'immigration, on est plus entre du 6 à 9 mois. Et puis, comme je vous disais, beaucoup de clients de nos candidats sont embauchés depuis la France et la Belgique ou sont au Canada parce que y en a beaucoup qui se disent on va trouver facilement une fois arrivés sur place, puis qui sont un petit peu désillusionnés. Donc, leur objectif n'étant pas de repartir de zéro, ils passent par nous pour tout le volet, comment dire, développement de carrière, pour retrouver un emploi dans leur secteur. Et puis, on accompagne également des entreprises dans leur recrutement international. Donc, aujourd'hui, c'est plus de 85 entreprises accompagnées dans différents secteurs. Bien sûr, les secteurs en demande au Canada, la santé, le social, l'enseignement, la petite enfance, tout ce qui est en lien avec l'ingénierie, l'électromécanique, la logistique, les finances, le marketing, l'IT, l'administratif, la gestion. On a aussi beaucoup la restauration. Donc, si vous ne voyez pas votre secteur, pas de panique là, mais c'est vraiment des secteurs sur lesquels qui sont en demande. Puis tout ce qui concerne aussi la construction là, c'est des secteurs qui sont en demande. Donc voilà pour mes présentations, ma présentation à moi, notre cabinet conseil. J'aimerais savoir, pour ceux qui sont en capacité d'écrire, mettez-moi dans le chat d'où vous nous écrivez, enfin d'où vous nous écoutez plutôt. Est-ce que vous êtes à Paris? Est-ce que vous êtes à Bordeaux? Au Canada? Donc Céline à Toulouse, Amélie dans le Gard, donc Paris, la Bourgogne. D'ailleurs, j'ai fait mes études en Bourgogne. J'ai adoré Dijon. Lucie en Drôme, Avignon. Donc on a quand même une belle comment dire, une belle diversité de participants. Donc, ça me permet de bien situer où vous êtes. Merci en tout cas pour votre participation. C'est toujours plaisant là d'échanger. Excellent. Alors, concrètement, on va passer aux trois clés qui, selon moi, selon justement à tous les clients qu'on accompagne, les trois clés sur lesquelles vous devriez vraiment focaliser votre attention pour immigrer et poursuivre votre carrière au Canada, que vous soyez en solo ou en famille. Avant ça, je voulais quand même mettre un peu un état des lieux de ce qui se passe en ce moment au Canada. Il y a eu beaucoup, beaucoup de nouvelles dans les médias. À savoir, est-ce que le Canada, le Québec accueillait encore des Français? Est-ce que les portes étaient fermées ou pas? Alors, je veux vraiment vous mettre la table pour que vous puissiez bien comprendre finalement le contexte actuel à la lumière de ce qui se passe réellement là sur le terrain. Donc, en 2026-2027, il y a eu, 2026, pardon, 2028, il y a un plan d'immigration qui est sorti, que ça soit au Québec ou au Canada dans l'ensemble. Et en fait, le gouvernement, ils se sont positionnés. Ce qu'ils souhaitent là, c'est vraiment des travailleurs internationaux qui vont être diplômés avec de l'expérience. Et quand on parle de diplôme, on pense toujours en France à bac+5, maîtrise, etc., mais pas nécessairement. Ce qu'on veut, c'est des personnes qui ont des compétences. Donc, si par exemple, vous êtes dans un secteur plus technique, je prends frigoriste, par exemple, vous avez vos compétences, vos certificats, vous êtes considéré comme diplômé. Et surtout, ce qu'on recherche, c'est vraiment de l'expérience de travail, donc au minimum plus d'1 an pour que vous puissiez apporter à l'entreprise dans des secteurs certes en demande, comme je le disais plus tôt, mais également, je dirais que même si vous ne vous retrouvez pas nécessairement dans les secteurs qui sont en demande, il y a des possibilités, surtout quand on s'intéresse à d'autres provinces que celle du Québec. Donc, le Canada veut des Français, des francophones qui vont être ouverts aux régions bilingues et anglophones. Bon, dans ces cas-là, on peut quand même une épargne supérieure à 10 000 € pour
ces types de programmes, mais il y a encore des possibilités. Je vous donne un exemple très clair. On a un couple, eux, ils sont basés, près de, je pense qu'ils sont, dans le sud-ouest de la France et ils arrivent, cet été, en Alberta, à Calgary. Ils ont tous les 2 trouvé des permis de travail, dans des métiers, en lien avec la restauration et l'hôtellerie. Vous voyez donc, il faut vraiment rester ouvert. Ils étaient pas encore admissibles, au programme, nécessitant une capacité supérieure, une capacité d'épargne supérieure à 10 000 et pourtant ils se sont positionnés. Donc vraiment, le plus important, c'est de voir, qu'est-ce qui s'applique à vous. Comme je vous ai mis un petit message, j'aime bien célébrer les victoires de nos clients, mais souvent on s'imagine on sera pas capable d'obtenir notre résidence permanente avant d'arriver au Canada, avant d'avoir une expérience. C'est possible, la preuve en images. Alors, concrètement, la vraie question, en fait, que je vois et je sais que beaucoup d'entre vous étaient encore en réflexion sur comment, si on venait au Canada ou pas, est-ce que le Canada est encore une opportunité? Pour nous, en fait, la question, c'est plutôt qu'est-ce que je vais mettre en place pour concrétiser mon projet? Alors, j'ai vraiment envie que vous vous projetiez. Imaginez-vous, dans la province que vous aviez, rêvé. Imaginez-vous, comment dire? Quitter peut-être ce que vous voulez plus avoir, en France, que ça soit à Toulouse, Paris, ou à Besançon, peu importe. Mais projetez-vous et imaginez-vous vraiment au Canada et on va voir ensemble, comment on peut mettre, tout ce rêve, cette envie en mouvement, qu'on peut vraiment concrétiser le tout. La première étape que j'aimerais vraiment savoir peut-être pour que je puisse doser un peu mes exemples, c'est de savoir où est-ce que vous en êtes dans votre projet. Est-ce que vous pouvez me mettre est-ce que vous êtes en réflexion? Est-ce qu'il y en a qui, ont pris leur décision? Si vous avez pris une décision, me mettre peut-être l'année pour laquelle vous souhaitez arriver. Est-ce que vous arrivez bientôt? Dites-moi un petit peu dans le chat où est-ce que vous en êtes pour que je puisse aussi, me situer par rapport aux exemples que je vais donner. Est-ce que je rentre en profondeur? Donc, Léa qui nous dit: «PVT obtenu, je pars en octobre à Calgary». Félicitations Léa. Amélie en réflexion, Céline donc qui est en process de reconnaissance de diplôme, Sandy en réflexion. On a quand même beaucoup d'entre vous qui sont en réflexion et peut-être par curiosité, qu'est-ce qui vous fait, hésiter? Qu'est-ce qui vous fait hésiter par rapport à ça? Donc Akissi qui nous dit il ou elle a pris sa décision. Iman, partir en 2027. Iman, c'est le bon moment. C'est vraiment le bon moment pour commencer une démarche si vous envisagez de partir en 2027. Euh, donc, Anonyme qui nous dit invitation PV, t'es OK, ben bravo. Objectif partir l'an prochain et enchaîner sur le PSTQ. Excellent. Très bien, c'est très clair pour moi. Ça me donne des éléments là d'exemple. OK, Sylvain en attente de trouver l'emploi. Alors, donc, l'étape 1, vraiment importante, OK, résidence permanente. Pour certains sont en attente de résidence permanente. Parfait. OK, très clair. Donc la première étape, vraiment là, peu importe où est-ce que vous en êtes, que vous soyez en phase, où vous avez déjà un document d'immigration, vous êtes en attente, par exemple, de la résidence permanente, ou vous avez déjà un PVT, vous arrivez, c'est vraiment ça s'applique autant à vous pour le volet recherche d'emploi ou aux personnes qui sont encore en réflexion ou qui envisagent de quitter dans, quelques mois ou dans 1 an. L'important, ça va vraiment être de vous demander pourquoi est-ce que vous voulez vous expatrier au Canada? Donc, pas les raisons qu'on entend un peu bateau pour les grands espaces. Non, vraiment pour vous, là, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que vous décidez de tout quitter, entre guillemets, pour le Canada? Qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce que vous voulez retrouver? Et de vous baser aussi sur votre situation actuelle, votre situation professionnelle. Quelle est votre situation familiale? Est-ce qu'on est en solo, en couple? Est-ce qu'on est en famille? Est-ce qu'on est monoparental? Il y a un impact aussi sur l'immigration. Et surtout, quelle est votre situation financière? Parce que ça, je le dis vraiment, c'est super important pour moi. Le Canada, c'est un pays où il faut être préparé financièrement pour s'y expatrier, pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Et quelles sont, selon vous aussi, vos forces et vos faiblesses? À savoir, est-ce que vous êtes très bon avec l'administratif, vous ne l'êtes pas, est-ce que vous avez du temps, est-ce que vous n'en avez pas? C'est tous ces éléments qui vont vous aider à vous positionner pour, in fine, déterminer, finalement, sur quel programme d'immigration vous allez arriver au Canada, pour déterminer aussi la province et la ville d'installation. Donc, certains sont déjà à cette étape, mais pour d'autres
qui sont encore en réflexion, c'est en analysant tout ce que j'ai nommé avant que vous pourrez bien déterminer quel programme d'immigration s'applique à vous, quelle province, quelle ville, et aussi le choix de la profession. Donc, certains vont arriver avec un PVT, certains sont en process de reconnaissance de diplôme, etc. C'est hyper important de se demander si vous pouvez exercer votre métier ou pas au Canada. On le verra juste après. Et puis, sur cette base, vous allez vraiment pouvoir prioriser et faire des compromis. Je vous donne un exemple très concret. Nous, on a des candidats qui nous contactent. On a justement un couple. Un des parents est déjà à Montréal. L'objectif était de rejoindre le parent, mais avec leur profil, le fait qu'ils voulaient vraiment sécuriser leur recherche, enfin leur immigration au Canada, on est parti sur un programme de résidence permanente. Il a fallu qu'on regarde vers, comment dire, hors Québec, vers la ville de Toronto. Donc, ce sont ces éléments-là qui vont vous aider à prioriser, parce que souvent, une des questions que je reçois le plus souvent avec mon équipe, c'est par où on commence, qu'est-ce qu'on fait, il y a trop de choix, on ne sait pas trop se, comment prioriser. Donc, hyper important cette première étape, qui peut sembler un peu bateau, cucul, hein, mais je vous assure qu'il fait vraiment une différence dans un projet. Ensuite, rentrons dans le dur au niveau de l'immigration. Donc, certains d'entre vous en ont un petit peu parlé. Aujourd'hui, donc, vous imaginez bien qu'en 30 minutes, je ne pourrais pas rentrer dans le détail de chacun des programmes d'immigration, mais l'objectif, c'est vraiment de vous aider à comprendre comment ça fonctionne, quelle est la logique derrière, pour que vous puissiez comment dire, vous identifier, voir où est-ce que vous vous situez. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant tout, vous devez toujours en fait vous demander à quel programme d'immigration vous êtes admissible. Pour s'installer au Canada, il faut absolument avoir un document d'immigration. On ne peut pas débarquer. Alors, il y en a qui le font, mais qui se retrouvent dans des situations extrêmement complexes, à faire des demandes d'asile, etc. Nous, ce n'est pas du tout notre cœur en fait de métier. Mais je vous avoue que ça place les personnes dans une situation de vulnérabilité que moi, je ne souhaite à personne. Donc, avant tout, avant même de quitter la France, de penser votre projet, il faut que vous sachiez à quel programme d'immigration vous êtes admissible. Actuellement, on a plus de 1000 programmes d'immigration, enfin plus de 100 programmes d'immigration, pardon, qui sont propres aussi donc à chacune des provinces du Canada. On en a beaucoup de provinces, donc chacune des provinces a ses propres programmes. Et en fait, ces programmes d'immigration se basent sur différents critères. Des critères d'âge, des critères de diplôme, des critères de profession, de niveau de langue, de capacité financière. Donc, et c'est une étape qu'il faut vraiment faire avant de débuter sa recherche d'emploi. Je vois beaucoup de personnes qui, finalement, vont envoyer des CV un petit peu à droite, à gauche, mais sans jamais réellement se demander est-ce que elles ont, à quoi elles sont admissibles. Puis surtout, il y a un élément qui est hyper important, et ça, on le constate de plus en plus avec mon équipe, nous qui sommes sur le terrain, c'est que les employeurs, ils vont être plus frileux quand un candidat ne sait pas du tout avec quel programme d'immigration il va arriver. Je vais vous donner un exemple concret. Vous projetez-vous, vous imaginez un employeur qui reçoit 2 candidatures à compétences égales. L'un sait exactement avec quel programme il pourrait arriver et comment il pourrait rester sur le long terme, et l'autre n'en a aucune idée. Vous pensez bien que l'employeur, il va prioriser celui qui a déjà, comment dire, une idée des programmes d'immigration. Et justement, c'est ce qu'on fait avec notre équipe au quotidien. C'est vraiment d'évaluer, en fait, dans nos accompagnements, peu importe, hein. Ce que je vous recommande, c'est soit vous êtes très bon, vous êtes capable, vous avez une situation qui peut être un peu simple, vous êtes capable de vous projeter et vous de choisir un programme. Si vous avez des doutes, vous n'êtes pas sûr, votre situation peut être un peu complexe, alors dirigez-vous vers un professionnel. Nous, c'est vraiment ce qu'on fait au quotidien avec nos clients. Mais bref, l'idée étant que vous devez définir avec quel programme d'immigration vous allez arriver au Canada. OK? Ensuite, ce que je voulais vous expliquer par rapport au programme d'immigration, on le verra juste après. Je pense que j'avais quand même déjà posé cette question à certains qui ont parlé de résidence permanente, et de PVT. Donc, je propose qu'on avance, sur cette partie-là, sauf si certains veulent se manifester. Mais je pense avoir bien saisi un petit peu, le tout. Et je rappelle, hein, donc toutes les questions, Chloé est en train de les mettre en favori. J'y répondrai, en détail, à l'issue. Donc je vous invite à rester, jusqu'au bout. Donc, en termes de fonctionnement du système d'immigration, donc ce qu'il faut vraiment comprendre, et là on va vraiment se focaliser, sur le volet immigration économique. Donc on ne va pas regarder aujourd'hui tout ce qui concerne le statut de réfugié ou de citoyenneté. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a 2 voies principales. La première, c'est le temporaire.
puis la seconde, c'est le permanent. Le temporaire, comme son nom l'indique, ça signifie que vous serez amené à rester pour une durée limitée sur le sol canadien. Donc, tout à l'heure, quelqu'un a parlé du PVT, le fameux permis de vacances-travail, qui est très accessible aux Français de moins de 36 ans ou aux Belges de moins de 30 ans. Donc, en fait, c'est un statut qui nous permet d'avoir un permis de travail ouvert. On peut travailler pour qui on veut. Et l'objectif étant, derrière, si on veut rester durablement au Canada, de basculer vers un statut permanent. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que sur le temporaire, pour le travail, la majorité des personnes qui vont venir au Canada vont avoir besoin de trouver un emploi en amont. Donc, il y a 7 fois plus de travailleurs temporaires que de résidents permanents au Canada. C'est pour une raison, c'est que la voie d'entrée principale au Canada reste le travail. OK? Donc, c'est un employeur qui va faire une démarche pour nous pour qu'on puisse venir obtenir un permis de travail pour travailler dans son entreprise pendant 2 à 3 ans, dépendamment de là où on se situe. Donc, cette voie-là, c'est une voie qui va demander de trouver des employeurs qui ont envie, qui veulent faire ce type de permis. Je ne vous cacherai pas que c'est une voie qui est, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de compétition, mais ça reste encore la voie d'accès principale. Et puis, en termes de deuxième voie temporaire, on a les études. Donc, si on a des parents dans l'audience qui envisagent que leurs enfants puissent étudier au Canada, c'est une option, mais également, ça peut être une reconversion professionnelle. On en a aussi plusieurs candidats qui se rendent compte qu'ils aimeraient changer de branche, donc ils vont se former au Canada. Comme ça, c'est plus facile pour eux d'avoir, comment dire, accès à un emploi par après. Et le deuxième volet, donc c'est le volet permanent. Donc, il y en a qui ont parlé du PSTQ tout à l'heure, il y en a qui parlent du TEF, TCF, etc. Donc, j'imagine que vous êtes dans une démarche de résidence permanente. Donc, la résidence permanente, on va parler de la voie d'immigration économique, essentiellement, pas du regroupement familial. Si jamais vous avez un conjoint, une conjointe déjà présent au Canada, je pense qu'on ne serait pas là à discuter ensemble, ou de la voie humanitaire, on ne parlera pas de ça. On va parler vraiment du volet économique. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que des provinces chacune des provinces, en fait, a ses propres programmes. En ce moment, pour le PSTQ, il faut savoir que c'est pas possible officiellement, enfin officieusement, parce qu'on ne peut pas le dire officieusement, c'est pas possible d'obtenir son PSTQ sans avoir cumulé une expérience au Québec. Donc, toutes les personnes, à part si vous êtes un talent international dans un domaine de l'intelligence artificielle, par exemple, mais en règle générale, pour le Québec, la résidence permanente, elle va vraiment être réservée exclusivement, pratiquement qu'à des personnes qui ont déjà une expérience au Canada. Et donc ça, je tenais à le préciser parce qu'il y a eu beaucoup d'informations, des désinformations. C'est important de le noter. Ensuite, pour ce qui est du hors Québec, donc qu'est-ce que je veux dire par hors Québec? Hors Québec, ce sont toutes les provinces qui sont autres que le Québec. Donc, l'Ontario, par exemple, l'Alberta, la Colombie-Britannique. Bref, c'est ce qu'on appelle le hors-Québec, qui est différent du Québec. Donc, pour ces provinces-là, vous avez effectivement d'autres programmes, dont des programmes d'entrée express. Et en fait, pour ces programmes-là, vous avez plusieurs volets. On a plusieurs de nos candidats NOKIO qui n'ont jamais en fait eu d'expérience canadienne, n'ont même pas de PVT ou quoi que ce soit et qui arrivent directement avec une résidence permanente. Donc, c'est hyper important de prendre en considération que les critères pour ces programmes-là, il faut vraiment avoir une capacité d'épargne qui va être en général supérieure à 10 000 euros pour une personne seule. Pour une famille, on est plus autour de 20 000 à 25 000 euros. Ensuite, c'est des programmes qui m'ont demandé d'avoir un minimum d'expérience d'1 an dans un emploi spécifique avec des niveaux de diplôme et surtout, plus on est jeune, plus on a des chances. Donc, quand on passe 40 ans et plus, il faut pouvoir se distinguer soit avec nos diplômes et nos expériences et notre niveau d'anglais si on en a. Donc, vraiment, c'est des programmes qui sont sous-cotés, sous-estimés, mais qui valent, ça vaut la peine en fait de regarder est-ce qu'on y est admissible, est-ce que ça vaut la peine. Alors attention aussi, je vois souvent une erreur, c'est qu'il y a plein de personnes qui vont passer leur TCF, leur TEF, leur test de français, leur test d'anglais, sans réellement savoir est-ce qu'ils ont des chances. Ce qu'il faut comprendre pour la résidence permanente, c'est que c'est des programmes où, en fait, vous allez, c'est un système de scoring. Donc, en fait, si vous n'êtes pas sélectionné,
ça ne sert à rien en fait. Si vous avez un score qui est très faible, vous n'allez jamais être sélectionné. Donc c'est hyper important, vraiment, de faire une démarche en amont pour avoir votre score, pour voir est-ce que c'est l'option qui est pertinente pour vous. Et si ce n'est pas le cas, il y a d'autres options comme l'emploi, comme je disais. Surtout qu'il y a des programmes spécifiques pour les francophones hors Québec qui sont avantageux pour les employeurs. Donc, vraiment, si on retient quelque chose, c'est que c'est hyper important de savoir à quel programme vous êtes admissible en fonction des critères, comme j'ai nommé précédemment. Donc, cette partie, je vais passer quand même assez rapidement, mais ça fait le lien avec le volet emploi. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que en tant que résident permanent, si vous arrivez directement avec une résidence permanente, vous serez beaucoup plus compétitif sur le marché de l'emploi. Vous allez pouvoir vous positionner même sans expérience. Le défi, ça va être plutôt de vous positionner sans expérience canadienne, mais vous allez vraiment passer devant tous ceux qui ont juste un permis de travail ou ou aucun document d'immigration. Donc, la première étape que je vous donnerai pour l'immigration, c'est vraiment de regarder est-ce que vous êtes admissible à une résidence permanente. Ensuite, on descend progressivement avec un permis de travail temporaire, ouvert, idéal, parce qu'on peut travailler pour n'importe quel employeur. Par contre, le défi, ça va être la temporalité. Beaucoup d'employeurs vont hésiter à vous engager parce que ils vont se demander si vous allez rester dans la boîte. Donc, c'est là où je vais vous donner des clés pour justement démontrer dans votre candidature que vous avez envie de rester sur du long terme. Et quand vous n'avez pas encore de documents d'immigration, donc comme beaucoup d'entre vous, l'idée, ça va être de trouver le bon programme pour cela. OK? Donc là, on était sur la deuxième clé. La première étant, pour ceux qui nous ont rejoints ou qui n'ont pas suivi, la première étant de faire un état des lieux de sa situation. Ensuite, la deuxième clé étant le volet immigration. On passe maintenant donc à votre secteur d'activité au niveau de l'emploi. Donc, premièrement, en matière d'emploi, il faut toujours se questionner à savoir est-ce que j'exerce dans un métier qui est réglementé ou pas. Ça veut dire, est-ce que mon métier, si je suis infirmière, par exemple, est-ce que euh, mon métier va être reconnu, c'est-à-dire qu'est-ce que mon diplôme est reconnu par le Canada, est-ce que je peux exercer directement? Pour ce faire, il y a tout un processus qu'on appelle la reconnaissance des diplômes et des compétences. Et donc, ce processus se fait auprès d'organismes accrédités, comme par exemple le MIFI au niveau du Québec, ou encore, par exemple, de WES ou de l'ICAS hors Québec. Et c'est vraiment ce qui permet de dire, le diplôme que vous avez eu en France équivaut à tel niveau au Canada. Et ce qu'il faut comprendre également, c'est que certains métiers vont demander à ce que vous soyez inscrit dans un ordre professionnel. Je prends les ressources humaines. En France, ce n'est pas nécessaire d'être inscrit dans un ordre professionnel. Au Canada, ça l'est. Donc, certes, vous devez faire reconnaître vos diplômes, mais pour porter le titre de conseiller en ressources humaines, vous devez faire partie d'un ordre professionnel. Donc, il faudra faire cette inscription, sans quoi vous ne serez pas capable de travailler dans ce secteur. Et c'est hyper important d'anticiper cette démarche, parce que pour certaines professions, ça peut prendre 6 mois, voire plus. On a en ce moment une candidate qui, elle, va enseigner, a été repérée donc, par un établissement d'enseignement, comment dire, elle a été repérée par un établissement d'enseignement au Nouveau-Brunswick. Et donc, elle, en fait, elle doit absolument repasser, elle doit faire tout un processus d'équivalence de ses diplômes auprès d'un organisme réglementé, puis faire des tests de français et uniquement quand elle aura ses résultats, elle sera inscrite à l'ordre des enseignants de la province et là, elle pourra débuter une démarche avec l'établissement pour émettre un permis de travail. Donc, vous voyez que c'est des processus qui peuvent être longs. Donc, si votre objectif, c'est d'arriver au Canada fin 2026 ou ou à la prochaine rentrée 2027, si vous avez vos enfants, je vous recommande de vous y prendre d'avance. Puis également, c'est certain que l'objectif, c'est de postuler aux bons endroits. Si votre métier n'est pas réglementé, là, à ce moment-là, ça va être de candidater là où les employeurs vont avoir besoin de travailleurs internationaux. Donc, ce n'est pas toujours sur les plateformes génériques comme LinkedIn, Guichet Emploi. En général, Guichet Emploi, quand on publie une offre, c'est qu'on a déjà, Guichet Emploi, en fait, on a déjà trouvé un employé, pardon, quand on publie une offre d'emploi. Donc, il y a d'autres manières de le faire. Nous, on fournit vraiment des listes d'employeurs à nos candidats d'employeurs qui ont déjà recruté à l'international.
Donc, le plus important, c'est vraiment de vous positionner en tant que métier, de savoir, est-ce que vous êtes dans un métier réglementé ou pas? Si oui, est-ce que vous faites reconnaître vos diplômes? Sinon, est-ce qu'on va vers un niveau un petit peu inférieur, mais qui va nous permettre au moins de pénétrer le marché de l'emploi? Ensuite, je voulais m'attarder sur le CV canadien. C'est là où je vois le plus d'erreurs. Honnêtement, avec mon équipe, on en voit passer des CV, on en corrige pratiquement, allez, tous les jours pour nos clients. Et en fait, voici les règles qui sont les plus importantes à considérer. C'est au niveau du format. Au Canada, on voit un CV en général sur 2 pages. Que vous ayez 10 ans d'expérience, 20 ans d'expérience ou 1 an d'expérience, on s'attend à un minimum de 2 pages, sans photo, sans âge et sans information personnelle. Ça, c'est extrêmement important. Ça fait en fait, si vous envoyez un CV à la française, c'est sûr que vous n'allez pas avoir de retour ou très peu de retour, vraiment fait même. En général, on va passer à un autre candidat, assurément. Si vous avez une autorisation de travailler au Canada, comme certains d'entre vous, il faut le mentionner. Alors, on mentionne pas PVT parce que ça fait peur au travail à l'employeur. Il va se demander, c'est quoi ça un PVT? Il va sélectionner un candidat pour qui il n'y a pas de complexité d'immigration. Donc, c'est préférable, par exemple, de mettre juste autorisé à travailler au Canada. Et puis, en matière de disposition de l'information sur vos CV, il faut toujours mettre donc vos informations personnelles au départ, ensuite un petit sommaire qui explique de manière brève pourquoi vous êtes fait pour le poste, les compétences, vos expériences et ensuite vos diplômes. On a j'ai souvent tendance à voir les diplômes en premier au Canada. Oui, certains diplômes sont importants pour certains postes, mais on vous juge sur vos expériences. Et dans le fond, ce que les recruteurs recherchent, veulent un CV qui est clair, un CV qui est concis et qui est lisible en 8 secondes. Parce que 8 secondes, c'est le temps que prend un recruteur ou un employeur en moyenne pour accepter ou refuser une candidature. Donc, il faut qu'en 8 secondes, en lisant votre CV en diagonale, ils comprennent concrètement pourquoi vous êtes fait pour le poste. Et comment est-ce qu'on fait ça quand un employeur, par exemple, vous n'avez pas les références, vous n'avez pas travaillé pour des entreprises canadiennes, on voit tout de suite que toutes vos expériences sont à l'international. Ça va vraiment être dans la projection. Et comment on aide l'employeur à se projeter, le recruteur à se projeter? C'est en lui donnant des exemples concrets, des résultats chiffrés. On n'est pas sur une liste d'épicerie. Je vois trop encore aujourd'hui de CV. Ça, c'est le style français. Puis moi, j'étais comme ça, donc je le dis sans aucun problème. Puis on le voit tout le temps. On va avoir tendance pratiquement à copier-coller l'offre d'emploi puis à remettre les tâches sur notre CV. Tandis qu'au Canada, si on reçoit un CV comme ça sous-entend qu'on n'a fait aucun effort pour la candidature. Moi, en tout cas, pour les entreprises qu'on reçoit, là, qu'on accompagne, on reçoit des CV comme ça. Moi, je ne considère même pas la candidature. Je me dis, la personne, elle n'a même pas pris le temps de faire un effort pour me donner un CV comme il faut. Moi, je ne prends pas le temps de la rencontrer. La logique est comme ça. Hein. Canada, on est sur du win-win. On est là pour faire du profit. Donc, le temps, c'est de l'argent. Mettez-vous ça dans la tête si vous envisagez le Canada. Et donc, qu'est-ce que je veux dire par des résultats concrets et chiffrés? C'est par exemple, si, comment dire, je vais prendre un exemple, j'ai vu passer une question sur les ressources humaines. Si vous êtes dans, comment dire, la gestion de la paie ou le recrutement, ça va être de donner un exemple, déjà qu'on comprenne dans quelle entreprise vous travaillez, c'est quoi le chiffre d'affaires de l'entreprise, le nombre de salariés, par exemple. Ensuite, ça va être de dire combien de recrutements vous faites par mois, qu'est-ce que vous faites concrètement au niveau des tâches. Dans le social, c'est possible de quantifier. Sinon, on accompagne énormément de travailleurs sociaux, donc c'est possible. C'est toujours possible de quantifier en fonction du type de personne que vous avez, la fréquence de ce que vous faites, le nombre de personnes que vous rencontrez. C'est toujours possible, en fait, de quantifier, vraiment. Et c'est ce qui va faire la différence, OK? C'est ce qui va faire la différence au niveau de vos candidatures. Et l'erreur fréquente que je vois souvent, hein, c'est de croire qu'un modèle suffit. Souvent, hein, je vais donner une conférence, on va dire: c'est bon, je me fais un CV, puis let's go all in». Oui, le modèle, c'est la base, en fait. Je veux dire, toute personne canadienne, tous vos concurrents, hein, j'ai envie de dire, sur une offre d'emploi, vont avoir un CV canadien, en fait. Donc, ce que je viens de vous dire, c'est la base. Par contre,
vous devez vraiment vous distinguer, vous devez en faire plus parce que vous n'avez pas l'expérience canadienne et vous n'avez pas non plus, pour certains, de statut d'immigration. Vous cherchez un employeur. Donc, vous devez vraiment faire un effort d'axer en fait votre positionnement pour chaque poste. Donc, l'idée, c'est d'avoir un modèle de CV pour un type de poste, mais modèle qu'on va ajuster pour chaque offre d'emploi. Et l'objectif, bien sûr, derrière, c'est vraiment de combiner ça avec une stratégie de réseautage qu'on verra pour vraiment, comment dire, revenir en fait dans les mails, dans l'esprit du recruteur. Donc, même un CV propre, il peut ne pas faire le travail. Il faut vraiment en faire plus. Ce que je vous ai donné, c'est vraiment la base, le minimum syndical pour réussir. Ensuite, ce qui est très et trop peu sous-estimé, c'est le profil LinkedIn. Au Canada, c'est hyper important. Nous, on a une cliente justement qui est arrivée dans le milieu du sport. C'est un milieu quand même assez contingenté. Il y a beaucoup de compétition. Et quand elle nous a contactés, elle avait déjà son PVT depuis un moment, mais même si elle avait son permis de travail, elle ne trouvait pas. Elle n'avait pas de retour et elle voulait absolument pas arriver au Canada sans rien, en fait. Elle voulait pas. Puis, ce que je tiens aussi à dire, c'est que si vous cherchez un emploi alimentaire, bon, ben, c'est pas la peine de mettre beaucoup d'efforts dans votre candidature. Par contre, si vous voulez avoir un emploi à la hauteur de vos compétences, là, effectivement, il va falloir en faire plus. Et donc, c'était son cas. Elle ne voulait pas repartir de zéro, elle ne voulait pas être serveuse. Non pas qu'on dénigre cet emploi, pas du tout, mais ce qu'elle voulait, c'était vraiment continuer dans son secteur. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans son cas, on a fait une candidature pour un poste et l'employeur a été voir 6 fois son profil LinkedIn avant de la contacter, de la convoquer en entretien. On a pu suivre grâce à Premium, la LinkedIn Premium, et c'est pour vous dire comment le profil LinkedIn a un impact sur la décision de l'employeur de vous rencontrer ou pas. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour avoir un profil LinkedIn avec des exigences minimales? Ça va de soi, une photo de profil professionnel, une bannière également professionnelle en lien avec notre secteur d'activité, une description claire avec des mots-clés qui sont dans notre secteur d'activité, des expériences qui sont quantifiées sur la base de notre CV, un profil en anglais également pour ceux qui vont, par exemple, en Alberta ou dans des régions qui sont bilingues ou anglophones. L'idée étant que le recruteur ou l'employeur puisse, le profil LinkedIn puisse apparaître dans sa langue natale. Et donc là, c'est beaucoup plus simple. Et en fait, la différence, elle se fait vraiment dans un profil optimisé. Le profil LinkedIn, en fait, c'est la base pour commencer à réseauter, développer votre réseau. Donc, contacter des personnes de votre industrie, des personnes qui sont déjà sur place, vous connecter avec des entreprises qui vous intéressent. Après, il y a toute une stratégie justement de réseautage, en tout cas que nous, on développe avec nos clients, que je n'aurai pas le temps de voir aujourd'hui avec vous, mais qui permet justement d'avoir des relances et de faire en sorte que l'entreprise vous voit partout. On a une de nos clientes, justement, ça a été comme ça pendant 6 mois. Elle a candidaté à l'extérieur du Canada. On n'avait pas beaucoup de réponses, une promesse, mais ce n'était pas clair. Elle arrive au Canada, elle réactive tout ce qu'on avait mis en place. Et là, une recruteuse la contacte en lui disant, écoutez, je vous vois arriver de partout, je veux vous rencontrer. Vous avez un très bon CV, 3 entretiens dans la même journée, 3 propositions d'emploi avec des salaires qui étaient au-dessus de la moyenne et elle commençait le lundi d'après. Donc vraiment comment en fait des petits détails peuvent faire la différence. Ensuite, au niveau de la dernière étape pour, le volet emploi, c'est souvent en termes d'entretien d'embauche. Donc certains d'entre vous ont peut-être déjà eu des entretiens d'embauche. C'est bien important, j'insisterai pas sur cette partie parce que c'est pas la majorité d'entre vous, mais c'est important vraiment de comprendre qu'il y a plusieurs types d'entretiens. Des entretiens de présélection, des entretiens qui vont être axés sur vos expériences, vos compétences, des entretiens pardon, de clarification, de validation et de salaire. Et en fait, si je devais résumer en fait cette slide, ça serait de vous dire que premièrement, vous devez toujours être préparé à toutes les questions désagréables qu'on va poser à une personne immigrante, parce que vous serez et vous êtes des personnes immigrantes, même si on préfère le terme expatrié, mais le vrai terme au Canada, c'est immigrant. Je suis une immigrante. Et on va vous poser des questions parce que on veut s'assurer que vous allez rester au Canada. Donc, tout ce qui concerne l'immigration, vous devez être capable d'y répondre. Vous devez donner des réponses claires. Vous n'êtes pas là pour raconter votre vie, votre processus de réflexion. On veut vraiment que ça aille straight to the point. On est au Canada. Nord-américain, on est là, le temps c'est de l'argent. Même dans le social. Je vois qu'il y a quelqu'un du social.
Donc, c'est hyper important vraiment d'être carré, d'avoir préparé vos réponses en amont. Moi, je vous propose justement d'utiliser la méthode SMART, qui est une méthode en fait qui permet, comment dire, de bien structurer ses réponses en posant le contexte. Après ça, en utilisant, comment dire, on pose le contexte, on précise le mandat, ce qui nous a été confié, après les tâches qu'on a mises en place pour réaliser ce mandat, les résultats et donc les résultats attendus. Donc vraiment, la méthode STAR, pardon, je dis SMART, la méthode STAR. Donc S pour la situation, T pour les tâches, A pour les actions et R pour les résultats. Donc voilà un petit peu si on fait un état des lieux, des 3 clés, des 3 éléments à prendre en considération. Comme je le disais au départ, dans un premier temps, l'état des lieux, après vraiment le volet immigration, le choix du programme, notamment l'emploi. C'est hyper important d'analyser le marché pour voir, est-ce que vous allez avoir des chances de trouver un emploi là où vous souhaitez? Quelles sont les démarches à faire? Développer vos outils de recherche d'emploi et avoir une stratégie de candidature. Et après, uniquement, on s'occupe de l'installation avec le logement, les inscriptions, le déménagement, l'administration. Voilà. Donc, ça fait un petit peu le tour, justement, comme Sarah, qui est une de nos enseignantes qui arrive cet été au Canada. Donc, elle, quand elle nous a contactés, c'était justement en juillet 2026, non, 2025. Et elle, en fait, elle n'était pas du tout, elle n'avait pas commencé comment dire, ses démarches. Et avec elle, tout au long de l'année, on a réussi à positionner sa candidature pour qu'un établissement puisse l'accueillir pour justement cette prochaine rentrée scolaire. Donc, la méthode qu'on a mis en place, en fait, elle a fonctionné pour Sarah, pour Léa et plus de 1200 francophones. Donc, j'espère que je me questionne, est-ce que vous voulez en fait être les suivants? J'espère que oui. Que vous souhaitez être les suivants. Ceux qui sont en réflexion, j'espère que ça vous a donné des éléments de réflexion, des éléments pour creuser. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai envie que vous imaginiez. Vous imaginez que vous êtes installé au Canada avec votre emploi de rêve. Imaginez-vous avec vos enfants qui parlent anglais, si c'est votre objectif. Imaginez-vous aussi dans un lieu sécuritaire parce que vous seriez surpris du nombre de personnes, de Français, parents qui nous disent vouloir s'expatrier au Canada pour amener un milieu plus sécuritaire pour leurs enfants. Imaginez-vous aussi la fierté que vous aurez quand vous allez concrétiser ce projet. Et imaginez-vous changer de vie et adhérer à la culture canadienne. Et maintenant, imaginez-vous que vous êtes accompagné pour réaliser ce rêve sans la paperasse à gérer et les recherches interminables, parce que disons-le, le site de l'immigration, ça peut être un vrai fourre-tout, sans perdre aussi de l'argent en erreurs, sans vivre aussi l'abandon du projet. Il y a beaucoup de personnes qui nous contactent parce qu'elles n'ont jamais réussi à concrétiser leur projet. Nous, on s'occupe vraiment de tout pour vous. C'est un peu comme si vous aviez juste à préparer vos valises et à partir pour que le projet se fasse en toute sérénité. Donc, nous, ce qu'on vous recommande, si vous voulez être les prochains, soit obtenir une résidence permanente, à trouver un emploi, si vous avez envie de vous faire accompagner, bien sûr. Si ce que j'ai donné vous suffit, je suis très, très heureuse. Et si par contre certains d'entre vous se sentent bloqués, ce que je vous propose aujourd'hui, ça serait vraiment que vous puissiez rencontrer un membre de notre équipe durant un appel qui est gratuit. Vraiment, donc il n'y a pas d'engagement de votre part, c'est juste pour évaluer un peu votre projet, où est-ce que vous en êtes, est-ce que c'est le bon moment pour vous, si vous envisagez de vous installer en 2027, si vous voulez rechercher de l'emploi également. Simplement, donc, on vous mettra le lien dans le chat. Vous allez pouvoir remplir un formulaire avec toutes vos informations. Ça nous permet de préparer le tout et vous allez pouvoir rencontrer l'une de nos collaboratrices sans frais, qui sera soit Céline, soit Marie-Antoinette ou Mélanie. Et en fait, on va faire le point avec vous sur votre projet. Et à ce moment-là, on vous proposera aussi le niveau d'accompagnement parce qu'on a plusieurs niveaux d'accompagnement, dépendamment de où est-ce que vous en êtes dans le projet, si vous êtes au début, si vous voulez que de l'emploi. Donc, cliquez vraiment sur le lien du formulaire et puis on va étudier votre profil et vous allez pouvoir prendre votre rendez-vous. Donc voilà, c'est déjà tout pour moi. Donc, j'espère que ça a pu vous donner quand même les bases. C'est sûr qu'en 30 à 45 minutes, c'est un peu difficile de vous donner plus de contenu. Mais je pense qu'on a quand même bien semé les bases là d'un projet qui est réussi. Donc, Chloé, on va pouvoir prendre les questions qui, je pense, que j'ai vu passer là, tout au long de la présentation. Ouais.
Bah, merci beaucoup, c'était très clair. Peut-être j'ai juste une question là beaucoup plus générale. Est-ce que la présentation sera partagée ensuite pour qu'ils puissent la Alors, revoir? pour la présentation, étant donné qu'il y aura le replay, donc en fait, je te laisserai ma présentation, je la donnerai pas en PowerPoint, mais le Ok, replay sera disponible, donc du coup, ils pourront accéder à nouveau au replay. ok, très bien, super, merci beaucoup. Il y a une question qui a été posée au début par rapport aux différents programmes. Est-ce que vous êtes en capacité justement de les aider à choisir dans l'organisation en fonction des programmes? Oui, bien sûr. Donc nous, ce qu'on fait, on a des consultants réglementaires en immigration canadienne qui sont habilités par le gouvernement canadien. Donc dépendamment de l'accompagnement là que vous prenez, on va vous rencontrer et en fait, on va évaluer avec vous votre profil et vous faire des propositions, plan A, plan B, plan C, en mettant les avantages et inconvénients. Et souvent, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on accompagne dans les démarches. Si c'est des démarches, par exemple, de résidence permanente, c'est des démarches qui prennent parfois 6 mois à 1 an. On va vraiment accompagner dans tout le processus. Et en général, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on combine à la fois l'immigration et la recherche d'emploi. C'est ce que nos candidats adorent. Et comme ça permet vraiment de sécuriser les deux volets les plus importants finalement d'une expatriation. Ok, très bien, oui, parce que le but, c'est d'accompagner jusqu'au bout ces personnes-là. Donc, est-ce que vous conseillez ou est-ce qu'il est possible de tenter plusieurs programmes en même temps pour être sûr d'avoir peut-être une solution? Alors, il faut faire attention. C'est sûr que la question est très large, donc je pourrais pas, comment dire, y répondre avec précision. Certaines choses se font, comme par exemple, on peut combiner à la fois un volet temporaire et un volet permanent. C'est souvent ce qu'on fait avec nos clients, les familles, qui veulent même, en fait, je vous dirais, moi, ce que je constate, c'est que souvent, quand on est un professionnel, on a atteint un certain niveau d'expérience en France, on veut jamais repartir de zéro, en fait, sauf si on se reconvertit. Donc, les personnes, elles ont quand même bien réfléchi à leur projet. Ce qu'elles veulent, c'est avoir une certaine stabilité. Donc, on va toujours travailler et le temporaire et le permanent en parallèle. Donc, par exemple, on a des personnes pour qui on est sur une démarche de résidence permanente qui est lancée, mais en parallèle, on travaille la recherche d'emploi pour qu'elle puisse arriver plus rapidement avec un employeur. Donc, les deux finissent par se combiner. Ok, super, merci. Alors là, j'ai une question très précise, donc je ne sais pas Oui. s'il faudra prendre rendez-vous dans ces cas-là si la question est un peu trop loin. Alors, donc c'est Léa qui pose la question, elle arrive avec un PVT, mais elle passe son TEF Canada bientôt et son IELTS en janvier 2027. Après 3 mois de cours d'anglais dans une école à Calgary, dois-je postuler dès que possible pour la résidence permanente ou est-ce qu'il faut attendre 1 an pour avoir une expérience canadienne? Et en fait, là, nous, il faut qu'on te rencontre, en fait, Léa, parce que ça dépend de plusieurs facteurs. La première question, c'est est-ce que tu es déjà, en fait, admissible à pour un programme de résidence permanente? Ça, je peux pas le savoir si on t'a pas rencontré. Parce que comme je dis, il y a quand même des éléments à considérer, ta capacité financière, ton âge, ton niveau de diplomation. Donc, il faut qu'on fasse un calcul pour évaluer, où est-ce que tu te situes. Donc, comme je le disais, il y a des personnes qui peuvent déjà, en fait, être admissibles à la résidence permanente, même sans passer un test d'anglais, se qualifient. Et donc, on fait des démarches directement avec elles. Puis, il y en a d'autres qui n'ont pas un assez bon profil. Et donc là, on va tabler sur accumuler une année d'expérience au Canada. Et après ça, on bascule vers une résidence permanente. Donc, pour ça, Léa, il nous faut qu'on sache, en fait, dans quel cas tu te situes. Si toi, tu es capable, je ne sais pas si tu as déjà consulté un professionnel, ça serait de revalider avec lui si c'est le cas. Ou sinon, toi, en faisant tes recherches, de regarder finalement, est-ce que, comment dire, comment je pourrais dire ça? Où est-ce que tu te situes? Sinon, tu peux aussi nous rencontrer là, et puis ça nous fera plaisir de t'accompagner là-dessus. Merci beaucoup pour cette réponse. Donc oui, n'hésitez pas, j'ai mis le lien dans le chat pour prendre rendez-vous et pour être rappelé par une des 3 personnes que Sandrine nous a présentées. Donc n'hésitez pas. Et je pense que là aussi, ça va faire la question, la même chose. La question est un peu trop précise peut-être. J'ai fait un VIA à Toronto pendant 2 ans. La personne est rentrée en France et elle souhaite repartir à Montréal avec potentiellement un visa jeune professionnel.
et résidence permanente par la suite. Est-ce que potentiellement c'est possible? Tout dépendra en fonction du profil, je pense. Mais ça va dépendre du profil professionnel parce que quand on parle de jeunes professionnels à Montréal, il faut que, vous soyez dans un métier qui... Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'à Montréal, il y a eu vraiment des règles qui sont strictes, qui font qu'il n'y a que certains types de métiers avec certains types de salaires qui sont admissibles à des permis de travail. Donc, la première étape, c'est de voir, mais est-ce qu'au niveau du profil professionnel, on est capable d'aller dans ce sens? Et si oui, à ce moment-là, de trouver l'employeur qui va faire une demande, une démarche pour vous. Mais là encore, ça dépend du secteur d'activité et de votre âge aussi. Bon, j'imagine que si on est sur un jeune pro, on a moins de 36 ans. Donc, vraiment, là encore, c'est ça. C'est un peu trop, je veux dire, ça demande en fait de vous rencontrer finalement, pour bien comprendre votre situation. Et justement, en parlant de vous rencontrer, combien de temps votre accompagnement peut durer? À quel moment, à quelle période, en fait, il faut prendre rendez-vous pour préparer en amont le projet? Alors, en fait, ça va dépendre. Donc, si, mettons, pour certains, ils ont déjà un document d'immigration et ils veulent trouver un emploi, en général, on va recommander aux candidats de débuter au moins 3 mois avant leur départ. 3 à 6 mois, ça va dépendre de leur métier. Et comme ça nous laisse aussi vraiment le temps de préparer la candidature. Si on doit tout faire, on est au début, on n'a pas encore de documents d'immigration, on veut vraiment sécuriser le tout, moi, ce que je recommande, c'est de commencer au moins 9 mois à 1 an avant d'arriver au Canada. Nous, on a des accompagnements qui durent jusqu'à 1 an, voire un petit peu plus, dépendamment de quel programme on va choisir. Parce que c'est des longs projets, c'est toutes des démarches qui prennent du temps, ça dépend aussi du gouvernement. Donc, moi, c'est vraiment ce que je recommande. En tout cas, pour ceux qui veulent envisager d'une arrivée en 2027, c'est le bon moment de penser, en tout cas, soit à vous renseigner, si vous ne voulez pas tout de suite aller de l'avant avec un accompagnement, vous renseigner, bien évaluer votre situation et après de décider est-ce que vous continuez tout seul, vous êtes en capacité de le faire sans risque ou si vous voulez être accompagné. Voilà, c'est mon conseil. Super, merci beaucoup. Est-ce que vous accompagnez également pour des projets d'immigration dans le cadre d'un stage et ensuite se transformer en permis jeune professionnel? Alors, pour trouver les stages, ce n'est pas quelque chose qu'on fait. Par contre, pour ce qui est du permis jeune professionnel, oui, on en a plusieurs là, qui sont dans ce cas de figure. Ok, très bien. Donc oui, Léa a donné un peu plus de détails sur ces informations. Elle a été admissible, elle a été tirée au sort pour le PVT et donc elle a dit qu'elle prendra rendez-vous. Ok, excellent. Au plaisir de te rencontrer, Léa, avec mon équipe. Donc j'ai une personne, tu as évoqué tout à l'heure le fait de savoir pourquoi est-ce qu'on veut partir, de bien se poser des questions avant et pas que pour des questions de paysage ou autre. Là, une personne nous dit, pensez-vous qu'il est pertinent de partir au Canada si la principale motivation est financière? Donc, moi, regardant sur les offres d'emploi, il dit, mais bon, il précise qu'il travaille dans la restauration des monuments historiques. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question. C'est-à-dire, si c'est pour mieux gagner sa vie, c'est ça? Je pense, puisque sa motivation principale est financière. Ok. Honnêtement, vous pourriez être déçu la première année si c'est que les finances. Parce que souvent, il faut quand même... En fait, ça va dépendre. Alors, je me reprends. Ça va dépendre de votre expérience. Si vous êtes quelqu'un, vous avez de l'expérience, oui, en fait, on va être capable de valoriser puisque c'est un métier qui est en pénurie. Ça dépend de ce qu'on fait en restauration. Si on est chef, sous-chef, gérant, si on est serveur, là, c'est autre chose. OK? Donc, ça, c'est une chose, mais on va aller vous chercher pour votre expérience. Donc, si vous avez une bonne expérience, là, on va pouvoir négocier pour un salaire compétitif. Par contre, moi, je dis toujours, si c'est que les finances pour les Français, parce qu'il y a quand même des personnes qui partent d'un contexte de guerre ou de pays qui sont vraiment en difficulté. Quand on arrive au Canada, effectivement, on peut y trouver un certain confort. Mais pour un Français qui part au Canada juste pour des considérations financières,
pour moi, le projet est bancal, en fait. Il faut vraiment chercher le pourquoi du comment, parce que quand il va faire froid pendant 4 mois et que vous allez certes peut-être avoir 5 $ de plus sur votre salaire, c'est pas ça qui va faire que vous allez rester au Canada. C'est le profond, en fait, vraiment, et je le dis par expérience, pour accompagner énormément de personnes chaque année, pour moi, c'est pas suffisant, en fait. Mais après, mais si on veut s'intégrer et on veut rester sur du long terme, c'est pas suffisant. Super, bah, merci beaucoup pour tous ces conseils. Je pense que ça a été très clair. S'il y a des questions beaucoup plus spécifiques que vous n'osez pas forcément l'écrire dans le chat devant tout le monde, n'hésitez pas vraiment à prendre rendez-vous. Je pense que vous serez ravis d'y répondre pour vous accompagner dans votre expatriation au Canada, oui, immigration plutôt. Est-ce que peut-être tu aurais un dernier mot pour tous ceux qui nous regardent et ceux qui souhaitent partir? Mais écoutez, moi, ce que je dis souvent, c'est vraiment, en fait, si vous avez souvent, moi, ce que je me rends compte, c'est que beaucoup de personnes, en fait, elles viennent nous voir et elles ont des regrets. La vie est passée par là, elles ont trouvé un poste en France, finalement, elles ne sont pas parties. Si vous avez une opportunité, en fait, saisissez-la parce qu'après, ben, c'est dommage. En ce moment, il y a quand même beaucoup d'opportunités pour les francophones, même si on entend dans les médias que c'est un peu moins le cas. Je vous assure, nous, en fait, on accompagne les profils qui n'ont pas du tout comment dire, on pense souvent que c'est réservé juste à une élite, le Canada. C'est pas vrai, c'est sûr, il faut avoir des fonds financiers. Je sais, moi, la première à vous le dire. Mais honnêtement, c'est vraiment accessible. Alors, si vous avez envie de vous lancer, ben, faites vos recherches comme il faut, allez jusqu'au bout, tentez, tentez l'aventure. Puis vous verrez, en fait, une fois sur place, vous pourrez au moins dire que vous l'avez essayé, en fait. Et ça fait vraiment une différence dans l'accomplissement personnel, l'épanouissement personnel. Ça, je le vois, ça change beaucoup de vie, même pour les personnes qui rentrent en France après, ça arrive. Elles ont vraiment une vision de la vie qui est très différente. Donc, ne lâchez pas, en fait. Allez jusqu'au bout, c'est vraiment ce que j'aurais envie de vous dire. Et puis, si vous sentez que vous êtes bloqué, que ça soit maintenant, dans plusieurs mois, peu importe, ne restez pas seul. Soit vous trouvez quelqu'un qui va vous aider, peut-être qui est déjà passé par là. Si c'est pas suffisant, rapprochez-vous d'un professionnel. Mais vraiment, ne restez pas seul avec toutes vos questions et vos incertitudes parce que je vous assure, là, ça coûte vraiment de l'argent là, de ne pas savoir. Au Canada, ça coûte de l'argent de ne pas savoir. Donc, merci beaucoup à tous. C'est un plaisir pour moi. C'est toujours un plaisir d'échanger. Moi, j'étais à votre place il y a 10 ans et j'aurais aimé, en fait, qu'on me dise tout ça avant de partir. Sincèrement, j'aurais aimé qu'on me prévienne. Ça m'aurait évité bien des erreurs et de l'argent dépensé pour rien. Donc voilà, en tout cas, j'espère qu'on se verra, on pourra en tout cas vous rencontrer au Canada. Je vous dis, comme on dirait ici au Québec, à votre succès. Merci beaucoup pour toutes ces belles paroles. Au plaisir de vous voir et de réussir dans vos projets. N'hésitez pas à prendre rendez-vous également, que ce soit avec Sandrine ou également avec la Maison de l'Expatriation pour parler un peu plus général sur votre projet. Et à bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée ou bonne journée en fonction de où vous êtes. Merci, au revoir. Merci, au revoir.